On a terminé la dernière fois sur une discussion de l'énergie de masse et tout ça, et sur j'avais traité de manière assez détaillée la notion de quantité de mouvement relativiste. Et je voudrais rajouter un petit point ici avant de passer au chapitre suivant, que j'ai pas eu le temps de faire la dernière fois. Je voudrais vous parler des particules de masse nulle. Ce que j'ai fait pour l'instant, ça concerne essentiellement les particules qui ont une masse non nulle. Il y avait M qui intervenait partout. Et je voudrais maintenant ici traiter le cas des particules de masse nulle. Vous en connaissez des particules de masse nulle? Les photons. Ok. Vous en connaissez d'autres? Là, c'est pas nul, mais je crois que c'est très faible. Presque nul. Je ferai après petit 9K des particules de masse presque nulle. Non, alors, c'est très faible. Oui, très faible. Alors, il se trouve qu'effectivement, ce que je vais dire ici, ça va aussi être adaptable aux particules qui ont une masse faible, mais il faudra dire faible par rapport à quoi? Essentiellement par rapport à l'énergie totale. Les neutrinos, assez souvent, ça pourra rentrer dans ce cas-là. Alors, on a vu la dernière fois qu'on pouvait introduire un quadrivecteur quantité de mouvement qui avait pour composante gamma MC, gamma M Vx, gamma M Vy, gamma M Vz. Et alors attention ici, je ne vais plus mettre les indices petit p ici. Il s'agit bien du gamma de la particule. Donc ce qui intervient là-dedans, c'est le gamma qui est ici, c'est 1 sur racine de 1 moins le carré de la vitesse. Je vais même écrire de manière très explicite. Je crois que je n'avais jamais écrit de manière aussi explicite, donc je le fais. Voilà. Sur ces cas. Le gamma qui intervient là-dedans, c'est donc obtenu avec la vitesse de la particule, donc qui est donnée par ça. Et je vous rappelle qu'on avait écrit que cette quantité-là, ça, vous pouvez l'identifier à l'énergie divisée par c. La composante temporelle du quadrivecteur quantité de mouvement, c'était à un facteur c près l'énergie de la particule. Donc on a l'impression, quand on voit cette formule-là, donc il y a M, la masse M de la particule qui intervient partout, on a l'impression que plus M est petit, plus finalement les composantes de P ici vont être petites, et que pareil, pour une particule de masse nulle, on va trouver des zéros partout finalement. C'est l'impression qu'on a a priori quand on regarde ça. Effectivement, c'est ce qui peut se passer si bêtement là-dedans on fait M qui tend vers 0, on trouve que des quantités nulles. Mais ce à quoi on va s'intéresser ici, c'est des particules de masse nulle, mais qui ont une énergie finie. Par exemple, effectivement, on va citer les photons. Vous savez que les photons, un photon, ça transporte de l'énergie. C'est même comme ça que ça a été introduit historiquement, et c'est même une bonne manière de définir la particule. Voilà, ça a une masse nulle, mais ça transporte de l'énergie. Bon, je rappellerai tout à l'heure la relation entre l'énergie et la fréquence, par exemple, pour les photons. Mais voilà, ce à quoi on s'intéresse ici, c'est une particule qui a une masse nulle, mais une énergie finie. Donc on veut que E soit différent de 0, et on veut que M tende vers 0, ou à la limite soit égal à 0. C'est ça qu'on voudrait faire. Alors ça semble incompatible avec ce qui est écrit là-bas, parce que si on a E qui est égal à gamma MC2, ici, si je fais M égale 0 là-dedans, ben, E est égal à 0 aussi. Sauf que, on est sauvé dans une certaine mesure, si on obtient une forme indéterminée, et si ce gamma-là tend vers l'infini. Si gamma tend vers l'infini quand M tend vers 0, de manière à ce que le produit M gamma soit constant, on aura effectivement E qui va être constant quand M tend vers 0, et puis une masse qui va finir par être nulle. Et ça, c'est possible à une condition. Quand on regarde l'expression de gamma, que je vais réécrire de manière un petit peu plus synthétique que ça. Comment est-ce que gamma peut tendre vers l'infini? Si V sur C, ça tend vers 1. Ouais. Et donc V tend vers C. Donc effectivement, si la vitesse de la particule tend vers C, on peut être dans une situation où l'énergie ici est finie. Donc, vas-y. Si M est strictement nul, ça ne change rien, ça tend vers l'infini. Oui, tout à fait. C'est le problème c'est les difficultés de raisonner avec des limites. Toi, tu me dis si M est rigoureusement nul, ça ne change rien. Mais moi, je te dis si V est rigoureusement égal à 1, tu es embêté. Si V est rigoureusement égal à 1, ça c'est rigoureusement infini, ça c'est rigoureusement nul, et le produit de ces deux trucs-là, c'est rigoureusement débile. Voilà, c'est pas faux. Non, mais c'est ça. Donc, effectivement, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que E est fini. Si
Si tu te dis gamma, il a une valeur donnée, puis je fais tendre m vers 0, effectivement, ça va tendre vers 0, mais on n'est plus dans le cas que j'ai essayé de dire ici. C'est-à-dire que tu ne peux plus comprendre dans cette situation comment une particule de masse nulle transporterait une énergie qui n'est pas nulle. Si on veut que l'énergie soit non nulle, quand m est égal à 0, il faut nécessairement que ce truc-là tende vers l'infini. Il faut nécessairement qu'on tombe sur une forme indéterminée pour la limite. Et alors, si c'est le cas, si effectivement gamma m tend vers une constante, ce gamma m, c'est simplement E sur C carré, et bien vous voyez que ça ici, je peux aussi l'écrire de cette manière-là. Gamma mc, c'est E sur C, ça j'avais déjà écrit, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est les autres lignes ici. Ça, on obtient E sur C fois Vx sur C. E sur C, Vy sur C, E sur C, pardon, Vz sur C. Donc là, j'ai simplement remplacé, sans même considérer de limite, hein, j'ai simplement remplacé là-dedans gamma m par E sur C carré. On trouve ça. Et vous voyez qu'effectivement, on est dans une situation où on peut avoir ici des composantes qui sont, du coup, qui sont plus nulles. Donc on a ici E sur C, et puis là, un ensemble de 3 composantes spatiales, dont la norme, ici la norme de ce vecteur, là, si ça on le considère comme un vecteur à 3 dimensions, on va faire mieux, on va faire ça même encore mieux. Ce truc-là, là, si ça c'est un vecteur à 3 dimensions, ça serait quoi la norme de ce truc-là? Ce serait bêta carré. Et alors, si la vitesse, du coup, vaut C, on a dit que la vitesse tendait vers C ici, je ne l'ai pas écrit, mais la vitesse tend vers C pour que gamma tende vers l'infini. C'est quoi bêta quand V tend vers C? Ça, c'est une norme 1. Ça, effectivement, la norme de ça vaut 1 quand la vitesse tend vers C. Donc la structure ici du quadrivecteur quantité de mouvement, c'est une composante temporelle qui vaut E sur C, et puis une partie spatiale qui a la norme, finalement, on multiplie ce truc de norme 1 par E sur C, donc ça a une norme E sur C aussi. Et si par exemple on a une particule qui se déplace dans la direction de X, donc sur l'axe OX, on aurait dans ce cas-là, c'est juste pour avoir une écriture plus simple, E sur C, bah, remplissez les 3 autres trucs. Si une particule de masse nulle se déplace sur l'axe OX, quelles sont les 3 composantes ici spatiales de la quadratique quantité de mouvement? Vas-y. 0, effectivement. Il n'a rien suivant Y suivant Z, donc ça fait 0. La composante Vx, du coup, puisque ça se déplace à la vitesse C suivant l'axe X, ça vaut C, donc C sur C1, il reste pas sur C. Voilà la structure du quadrivecteur, quantité de mouvement pour, par exemple, un photon. Monsieur? Oui. Vous pouvez répéter pourquoi? Je comprends quand vous avez mis norme 1, c'est quand la vitesse est égale à C. Oui. Et là, on continue avec le même hypothèse? On a toujours, oui, c'est toujours, comme la masse est nulle, la vitesse c'est toujours C, effectivement. Ok. Alors, là, on verra un petit peu plus tard, quand on étudiera les interactions, que la quantité de mouvement, c'est une quantité, c'est quelque chose qui est important, qui a une importance en physique, parce que ça détermine notamment ce qui se passe quand on a des chocs. Si vous prenez une particule et une autre, vous les envoyez l'une sur l'autre, ben on va voir tout à l'heure que la quantité de mouvement la quadri-quantité de mouvement est conservée, et donc si vous envoyez un objet avec une quantité de mouvement non nulle sur un autre, ça va lui en fournir de la quantité de mouvement. Ça s'appelle le recul. D'accord ? Prenez une bille, une autre bille, vous envoyez la bille dessus, bah paf, ça va la pousser. Là, le fait que les photons puissent avoir une quantité de mouvement non nulle, ça veut dire qu'on peut faire ça avec des photons aussi. Vous avez un photon qui a une masse nulle mais une énergie non nulle, vous l'envoyez sur une particule, bah ça va la pousser, la particule. Ça, c'est un effet qui n'est pas forcément évident et auquel on pouvait pas forcément, enfin, obligé de s'y attendre. C'est un effet qui est observé. En fait, vous connaissez probablement un effet qui est un effet physique qui est lié à ça. Ce qu'on peut dire un nom d'effet physique qui est dû au fait que les photons interagissent comme ça avec la matière et la poussent. Il y a un truc qui s'appelle la pression de radiation. Vous avez déjà vu ça? Ok, une personne. Tu peux nous dire ce que c'est, Hugo? Bah, c'est une forme de transmission d'énergie.
c'est quand les photons ils arrivent vers la matière, ils donnent de l'énergie thermique et du coup ça pousse le corps Alors, et il bouge comme ça. Et Presque. voilà. Oui, alors c'est ça, sauf que le mot, c'est pas énergie. Ça pourrait donner de l'énergie, mais sans donner de la quantité de mouvement. La pression de radiation, c'est le fait que ça donne de la quantité de mouvement. En fait, vous éclairez une surface, ça la pousse. Voilà. Alors à notre échelle, c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible. Vous avez quand même un dispositif qui s'appelle un radiomètre. C'est sous une cloche sous vide, vous mettez un petit moulin avec des ailettes, avec des faces noires et des faces réfléchissantes, et vous apercevez que ça se met à tourner quand on met la lumière. Alors, c'est assez compliqué à analyser, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans, mais une des raisons pour laquelle ça tourne, c'est ça, c'est la pression de radiation. Vous avez aussi des gens qui ont imaginé, alors ça c'est plutôt de la science-fiction pour l'instant, mais qui ont imaginé de faire des voiles solaires, des voiles qui marchent avec de la lumière. Alors, les voiles solaires telles qu'on les imagine, les gens qui ont vraiment essayé d'envisager ça techniquement, ça marche plutôt avec le rayonnement cosmique en fait. Le soleil émet des particules et on peut utiliser ça comme le vent, c'est plus le vent stellaire, mais avec de la lumière ça pourrait marcher aussi avec des voiles suffisamment grandes. Donc la lumière pousse sur les objets et ça c'est vraiment lié intimement au fait qu'on a une composante non nulle ici dans le quadrivecteur quantité de mouvement. On verra ça, on verra à la fin du cours aujourd'hui ou la prochaine fois vraiment un cas microscopique de ça important qui s'appelle l'effet Compton. Vous avez un électron au repos, vous envoyez dessus un photon, ben voilà, ça envoie à valdinguer l'électron. C'est une situation qu'on peut étudier expérimentalement. Ouais, je vais vous parler tout de suite de la relation entre énergie et fréquence. Ça sera fait, j'en aurai besoin tout à l'heure. Vous pouvez me rappeler pour un photon la relation entre l'énergie et la fréquence? Parce que n'oublions pas que les photons, c'est aussi quelque chose qui est lié à la lumière, donc à une onde. Et égale à nu. Alors l'énergie, ce serait E. H nu. Ça, c'est un nu, effectivement. Ça, c'est la fréquence. Et ça, c'est quoi? La constante de Planck. D'accord, constante de Planck, effectivement. Ça vient de la mécanique quantique, donc je ne vais pas du tout l'expliquer, je vais en dire un mot, mais juste descriptif. Effectivement, quand on essaye de décrire la lumière par la mécanique quantique, on s'aperçoit que ça se manifeste sous certaines circonstances sous la forme de corpuscules qui ont une énergie bien donnée, et cette énergie elle est liée à la fréquence de l'onde. Donc pour une onde monochromatique, ça se passe dans certaines circonstances comme si la lumière était faite de petits paquets qui ont chacun une énergie H. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça, mais voilà, c'est une première manière de dire les choses. Et de toute façon, on ne pourra pas voir, pour une onde monochromatique de fréquence nue, on ne pourra pas voir des manifestations de demi-paquets ou de tiers de paquets de cette quantité-là. Et du coup, la quantité de mouvement aussi, on peut l'écrire en fonction des quantités ondulatoires, des propriétés ondulatoires, puisque vous voyez que la quantité de mouvement ici, sa norme est donnée par E sur C. Ce que j'écris ici, hein, à partir de maintenant, le P comme ça va être la partie spatiale de la quadriquantité de mouvement. C'est la quantité de mouvement relativiste, c'est la partie qui est ici, ça serait Px, Py, Pz, et le P qui est ici, c'est la norme de ce machin-là. Donc on voit ici effectivement que là, la norme est simplement donnée par E sur C, c'est-à-dire ici H nu sur C. Faites-moi une remarque intelligente qui me montre votre profonde connaissance de la physique des ondes. Ouais. Alors lambda, quoi lambda? H lambda? Non, H sur lambda. Ok. H sur lambda. Donc effectivement, C sur nu, c'est la longueur d'onde, et donc du coup, la quantité de mouvement, c'est H sur lambda. Alors, on va attaquer maintenant un chapitre nouveau où on va appliquer les choses qu'on a vues sur la quadriquantité de mouvement à des situations dans lesquelles on fait collisionner des particules ou bien on laisse des particules se désintégrer et pour essayer de mettre en évidence des phénomènes nouveaux par rapport à la physique classique et phénomènes vraiment fondamentalement nouveaux et inattendus. Ça va s'appeler chapitre 3. Collision et désintégration. Et je vais commencer par énoncer le principe de conservation de la quadriquantité de mouvement.
Et donc c'est quelque chose que je vais ici énoncer comme un postulat. Et la validité de ce postulat sera donc jugée avec les conséquences qu'elle implique et l'accord des prédictions théoriques avec les observations. Et on verra que c'est effectivement le cas. Le postulat c'est le suivant, c'est que pour un système isolé, c'est-à-dire qu'il ne subit pas l'influence d'autre chose autour de lui, la quadriquantité de mouvement est une quantité conservée. Et quantité de mouvement, je vais l'écrire QTE de MDT à partir de maintenant, pour économiser de la craie au contribuable. Je l'encadre, c'est vraiment quelque chose de très très important et qui n'a jamais été mis en défaut, c'est une loi ultime. Et alors, donc on va appliquer, on va voir les conséquences de ça, hein, c'est vraiment riche de conséquences, mais avant ça, je voudrais quand même faire un point de vocabulaire sur une confusion que vous avez tendance à faire, donc on va essayer de la désamorcer dès maintenant. Je voudrais faire la différence entre conservation et invariance. Est-ce que quelqu'un voit une nuance évidente entre ces deux mots-là? Vas-y. Dans conservation, la quantité de mouvement, elle peut diminuer, augmenter, mais l'énergie totale du système, elle est conservée, c'est-à-dire que la quadriquantité de mouvement, elle devient autre chose, ou elle n'est pas créée à partir de rien. D'accord, alors c'est pas ça la nuance, je vois ce que tu veux dire, ça aurait pu être ça effectivement. Donc conserver, ça fait partie d'un tout qui lui effectivement est invariant, donc on peut avoir des échanges d'une forme de ce truc-là en une autre. Voilà. C'est pas ça ici la nuance que je veux faire, ce que tu dis là on rencontrera ça, mais on le dira autrement. Alors en fait la notion de conservation, c'est vraiment associé à l'évolution au cours du temps. Conservation, c'est le fait que ça reste la même chose au fil du temps. C'est ça la conservation. D'ailleurs je vais même le rajouter là-dedans, au cours du temps. Du coup c'est un pléonasme, hein. Conserver au cours du temps, pour moi ça veut dire la même chose, mais comme ça au moins c'est explicite ici. Donc conservation, ça veut dire, dans un référentiel donné, vous avez une quantité qui vaut ce qu'elle vaut, vous la mesurez 2 heures après, elle vaut toujours la même chose. D'accord? Donc ça c'est au cours du temps. La notion d'invariance, c'est pas ça du tout, c'est quand on passe d'un référentiel à un autre, la quantité n'est pas modifiée. Je prends un événement donné, je peux mesurer, je donnerai des exemples tout à l'heure, une quantité je la mesure dans un référentiel R, quelqu'un d'autre dans un référentiel R' la mesure, il va trouver la même chose. Ça c'est d'un référentiel à l'autre. Et alors, pour bien voir la nuance entre ces deux trucs-là, on va faire un petit jeu. Vous allez me donner, vous allez essayer de me trouver des exemples, ou un exemple, de quantités qui sont conservées mais pas invariantes, et des quantités qui sont invariantes mais pas conservées. Quantité invariante. Conservé. Je pense que j'ai une quantité conservée mais pas invariante. Et l'énergie, peut-être l'énergie. Je pense à une chose, mais je ne sais pas si vous allez me dire que oui ou non. Mais peut-être c'est quand, par exemple, l'énergie potentielle gravitationnelle, que si on se place, ça dépend d'où on se place, c'est une autre quantité, mais après je pense que... Alors celle-là, elle va être ni conservée ni invariante, donc... Oui, pas...
Ok, alors j'ai noté là, je dis pas oui ou non, voilà, je réponds à l'interrogation. On en discute tout de suite après. Vas-y. La longueur? La longueur. Et tu mettrais où? Ici? Oui. Oui, d'accord. La longueur d'un truc rigide. Oui, oui. Oui, tout à fait. La longueur d'une règle, c'est vraiment un bon exemple, effectivement. Vous prenez une règle très solide, infinie, aussi solide que vous voulez. Ça va avoir la même longueur tout le temps. Vous pouvez faire ce que vous voulez, la faire tourner, toc, la chauffer si elle ne se dilate pas, etc. Et ça va effectivement être conservé, mais ce n'est pas invariant parce que si quelqu'un d'autre, qu'un autre référentiel va avoir une autre longueur. Les masses. C'est en dessous, la masse. Toi, tu le mettrais là? Ok. Bon, bah déjà, il y a pas mal de choses là. Alors la masse, vous n'êtes pas d'accord, hein. Qui veut faire l'avocat de son choix? Vas-y. Ben, on a vu que les masses, c'était de l'énergie de masse et que ça dépendait du référentiel. Il me semble pour la vie. Alors, attention, dans ce qu'on a dit que l'énergie de masse, on l'a défini comme ça, l'énergie de masse c'était mc carré, pour une particule de masse m, et l'énergie totale c'était gamma mc2. M, en fait, la masse, ça va être invariant. C'est la même chose pour tout le monde. Une particule d'un électron, ça fait 511 kV, que ce soit pour toi ou quelqu'un qui se déplace. Donc ça va être effectivement une quantité qui est invariante. Donc effectivement, de toute façon, ça ne va pas là, parce que c'est pas dans le cas pas invariant, c'est invariant. Et ça irait effectivement plutôt ici. Et effectivement, si on considère la masse d'un système, par exemple un électron avec un positron, ben voilà, c'est quelque chose qui ne va pas être conservé au cours du temps si effectivement les deux s'annihilent. Au début, vous avez 2 fois la masse d'un électron, puis à la fin, vous n'avez plus de masse. Et par contre, quand les 2 électrons sont là, pour un référentiel ou pour un autre, les gens qui mesurent les masses, ils vont mesurer les mêmes. Donc c'est vraiment des quantités qui sont invariantes. Tant que les électrons sont là, tout le monde mesure les mêmes masses, mais voilà, ça peut disparaître éventuellement au cours du temps. Donc, ok. Ça, c'est un bon exemple. Là, la longueur, c'est un bon exemple. Ça, j'enlève pour l'instant. Et l'énergie... C'est qui a dit l'énergie déjà? C'est toi? Vous en pensez quoi de l'énergie? Ben, ça dépend de l'énergie de quoi en fait, hein. Bon. Si c'est l'énergie totale d'un système, effectivement ça va rentrer dans cette catégorie-là. J'ai dit tout à l'heure que la quadri-quantité de mouvement était conservée. Je ne peux pas encore rentrer dans le détail, mais ça veut dire que sa composante temporelle notamment, elle est conservée. Sa composante temporelle, c'est l'énergie, donc oui, c'est conservé. Et c'est effectivement quelque chose qui n'est pas invariant, parce que l'énergie, ça dépend du référentiel dans lequel on est. L'énergie totale ici, il y a un gamma dedans. Si vous mettez dans un référentiel dans lequel la particule est au repos, bah, gamma vaut 1. Si vous voyez la particule avancer avec une certaine vitesse, gamma sera différent de 1. Donc effectivement, ce n'est pas une quantité invariante. Vas-y. Ça pourrait aussi être un système où il y a des énergies qui sont tous qui dépendent que de la position, comme qu'il n'y a pas de la fluxion et tout ça. Ça ne dépend pas du référentiel dans ce place, mais c'est conservé. Oui, oui, d'accord, ça rentre effectivement là-dedans. Ça ne serait pas invariant parce que la position changerait pour les gens. Oui, tout à fait. Et l'intervalle avec les quadrivecteurs, c'est un invariant pas conservé? Alors, l'intervalle entre... D'accord, donc c'est une question intéressante. Quand vous écrivez ça, I, l'intervalle c'est C carré delta T2 moins delta X2. C'est de ça dont on est en train de parler. Hein. On est d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire par delta T est conservé? Pour moi, dans la définition, ça veut dire bah, delta T a la même valeur à un temps ou à un autre. Ça ne veut rien dire. Delta T, 7 a une différence de temps entre 2 événements. Ce n'est pas quelque chose qui évolue au cours du temps. D'accord? Du coup, ça répond à ta question? Oui, c'est... Ok. Alors, on reviendra sur ces nuances-là quand j'essaierai, quand je parle de quelque chose de conservé ou d'invariant, de vous reposer la question si effectivement c'est clair pour vous. Mais donc, la quadri-quantité de mouvement, c'est une quantité qui est conservée au cours du temps. Donc, c'est-à-dire qu'on a la quantité E sur C. Ça, je vais réécrire sous la forme qui est comme ça. Vx sur C, E sur C, E sur C, Vy sur C, Vz sur
c'est une quantité qui est conservée au cours du temps. Donc en particulier l'énergie ici est une quantité qui est conservée. Donc l'énergie est conservée au cours du temps. Pour un système isolé, hein. Pour un système isolé. Voilà. Et la partie qui est ici, le fait que les trois composantes qui sont ici sont conservées, ça nous dit que la quantité de mouvement relativiste. Donc cette partie temporelle, hein, je l'ai dit tout à l'heure oralement, mais je l'écris du coup, ça c'est ce qu'on définit comme la quantité de mouvement relativiste, est conservée aussi. Et on va voir donc quelques conséquences de ça sur quelques systèmes simples. Ça va commencer par être très simple et puis on va compliquer au fur et à mesure. Première application, je vais revenir sur l'exemple de choc qui nous a permis d'étudier justement, d'introduire la notion de quadri-quantité de mouvement. Je vais prendre un choc qu'on dit mou entre deux particules, un chewing-gum, un autre chewing-gum, je les envoie l'un sur l'autre, pouf, ça colle et ça fait un seul gros chewing-gum. D'accord ? Ça c'est le système qu'on va étudier. Donc ça s'appelle un choc mou. Alors, c'est parti. Petit 2, exemple d'un choc mou entre deux particules de même masse. Et là, je les prends de même masse pour simplifier l'étude, pour que au niveau des calculs, ça reste vraiment très simple. C'est vraiment ici quelque chose de conceptuel que je veux vous présenter. Et on va considérer la situation suivante. On a une particule, un chewing-gum de masse M, qui se déplace ici avec une certaine vitesse v, qui arrive sur un autre chewing-gum de masse M. Les masses ne sont pas nulles ici, c'est des vrais chewing-gums, ce pas des chewing-gums lumineux par de lumière. Et voilà, une fois que les deux se sont collés, on arrive à la fin, à une situation où on a un gros chewing-gum de masse grand M. On prend bien soin ici de notre masse. Enfin, ça ne va pas nécessairement être deux fois la masse initiale, et ça part ici avec une vitesse V'. Je vais même le dessiner un petit peu plus par là pour donner l'idée que ça se fait après le choc là. Puis en gros, on peut y arriver. M. V'. Ça c'est avant. Ça c'est après. Ce qu'on appelle le choc, hein, c'est le moment où justement les deux se collent. Bon, bah, ce que je vous propose de faire, c'est d'explorer les conséquences de la conservation d'énergie et quantité de mouvement, et en particulier, ça va nous donner la valeur de la masse grand M en fonction de la valeur, en fonction de la masse de petit m, et puis de la vitesse qui est ici. Alors, si je veux écrire la conservation de la quantité de mouvement, il faut que je m'intéresse à un système qui est isolé. C'est pour des systèmes isolés que la quantité de mouvement est conservée. Est-ce que ça, c'est un système isolé? Quand je dis ça, pardon, juste la particule de gauche, ici. Si on ne considère pas les interactions de gravitation. Alors, d'accord? Alors, elle est isolée avant de taper sur la particule. Et elle n'est plus à partir du moment où elle tape sur l'autre. Hein. Parce que justement, isolée, c'est quand il ne se passe rien. Donc là, à partir du moment où elle rencontre le chewing-gum, elle n'est plus isolée. Donc elle est isolée avant le choc, elle est isolée après le choc, mais du coup, ce n'est pas un système isolé pendant toute la durée de l'expérience qu'on est en train de considérer. Donc on ne va pas pouvoir dire que la quantité de mouvement est la même avant et après, puisqu'il s'est passé quelque chose, c'était plus isolé. Même la même chose pour cette particule-là. Par contre, ce qu'on peut considérer, c'est le tout. L'ensemble total de celle-là, de cette particule et de cette particule-là. Ça, on va supposer ici que c'est en interaction avec rien d'autre. Donc ça, c'est un système isolé. Donc la quantité de mouvement totale de ce système va être une quantité comme ça. Écrivons la quantité de mouvement, la quadri-quantité de mouvement totale du système. C'est parti. La quantité de mouvement ici, la quadri-quantité de mouvement de la première particule s'écrit P1 égale à E1 sur C. Je vous propose d'appeler l'axe horizontal l'axe X et d'oublier les deux autres coordonnées Y et Z. Tout se passe suivant l'axe X. Donc l'oublier, c'est-à-dire que je vais mettre des zéros ici. Et la valeur ici de la quantité de mouvement, c'est gamma
M V. Ça, c'est la définition qu'on avait donnée en cours. J'aurais aussi pu écrire pour E1 ici, que c'est gamma MC1. Je peux aussi écrire comme ça. Voilà. Ça, c'est la quadriquantité de mouvement de la première particule ici. Avant le choc. À vous de jouer. Écrivez-moi les 4 composantes de la quadriquantité de mouvement de la particule 2, maintenant dans ce même référentiel, et avant le choc. Bon, alors pour la particule 2, elle a une vitesse nulle, c'est ça qui la caractérise ici. Donc il y a effectivement 3 composantes qui vont être nulles. Celle-là, celle-là et celle-là. Par contre ici, non, là ça ne fait pas 0. La particule est au repos, donc que vaut son gamma 1. Donc ici c'est MC. Et pour la particule 3, donc après le choc, du coup, on a que l'unité P'3. Je vais mettre un prime pour bien indiquer que c'est après le choc. Ici, le prime, ça va vouloir dire après le choc. Alors faites attention parce que la notation prime, elle intervient à plusieurs endroits. Des fois, c'est pour dire qu'on a changé de référentiel. Et très souvent, dans les collisions, ça veut dire que c'est après le choc. Je vais garder la notation parce qu'elle est vraiment utilisée par tout le monde aussi. Donc, le prime ici veut dire que c'est après le choc. Et du coup, c'est gamma prime M grand M fois C. Gamma prime M fois V prime. 0 et 0. Donc je considère ici que le choc est frontal et puis que ça se fait, le mouvement se fait suivant l'axe fixe. Le gamma prime qui est ici, c'est relié à la vitesse V prime qui est là, et celle qui est là d'ailleurs, par gamma prime est égal à 1 sur racine de 1 moins V prime 2 sur C2. Bon, on a les 3 éléments ici. Qu'est-ce que ça veut dire que la quadriquantité de mouvement est une quantité conservée? Ça nous donne une relation entre les 3 trucs qui sont ici. Laquelle? P1 plus P2 égale P3. Enfin, P'3. P1 plus P2 serait égal à P'3. C'est ça que tu as dit? Oui. C'est pas par rapport au temps? C'est pas qu'il y ait le temps? Ok. Donc du coup, tu n'es pas d'accord avec ça? Enfin, tu dis que ça découle pas de ce que j'ai dit avant? C'est les composants. Moi, ça a rapport avec le temps. Ouais, ok. C'est ça les composantes du temps? Du temps. Juste. Ah, d'accord, ok. Très bien. Donc ça me permet de clarifier probablement un point. La conservation, ça veut dire qu'au cours du temps, la quantité reste la même. Ça ne veut pas dire que c'est la composante temporelle des objets qui reste la même. Toutes les composantes temporelles et spatiales des objets conservés sont les mêmes au cours du temps. L'aspect ici conservé au cours du temps, il apparaît effectivement dans la relation qui est là, parce que ce qui est écrit là, c'est simplement que P avant est égal à P après. Je l'écris de manière un peu plus symbolique. Voilà, conservation, c'est ça, c'est pour le système. Avant et après, ça a la même valeur. Ça vient de dire ça, que c'est conservé au cours du temps. Et la quantité de mouvement, la quadriquantité de mouvement avant du système total, c'est effectivement la somme des quadriquantités de mouvement individuelles. Et donc la relation qui est ici, elle donne bien effectivement la conservation au cours du temps du quadrivecteur quantité de mouvement. Et ça va se décliner du coup en 4 équations. Parce que ça c'est un quadrivecteur qui a 4 composantes, et ça aussi. De la même façon qu'en méca, vous avez l'habitude, en méca, vous avez créé une équation entre deux vecteurs habituels. Paf, vous projetez, ça vous donne 3 équations sur l'axe x, y, z. Là maintenant, il y a 4 dimensions, ça va en donner 4, dont 2 d'ailleurs vont être absolument inintéressantes, parce que ça va être que des zéros partout. Mais donc si j'écris les composantes des quadrivecteurs qui sont là, P1 plus P2, ça a composante 1 plus gamma fois MC, j'ai simplement ajouté 2 composantes temporelles des quadrivecteurs P1 et P2. Ensuite, gamma MV, 0 et 0. Et ça, donc, c'est égal à P'3, c'est-à-dire gamma prime MC, gamma prime MV prime, 0 et 0. Donc, voilà ce que nous indique, la relation que nous indique la conservation de la quantité de mouvement. Bon, donc ça nous donne 2 équations différentes. Et
égale gamma prime fois grand M. Je simplifie par C au passage. Le C ne m'intéresse pas. Et gamma M, je vais tout diviser par C. Bêta est égal à gamma prime grand M bêta prime. Donc la deuxième ici, je l'ai réécrite en divisant par C. Parce que ça va être, vous verrez que ça sera un petit peu plus simple dans les manipulations d'avoir bêta que d'avoir V. Alors, bon, il y a plusieurs choses là-dedans qu'on a l'impression de ne pas connaître. Si on envoie une particule de masse m ici à une certaine vitesse v là-dessus, on tombe sur ça, on voudrait connaître l'état dynamique de ça. Ben, on ne connaît pas v', a priori, donc on ne connaît pas bêta prime, du coup on ne connaît pas gamma prime, et puis on ne connaît pas grand m non plus. Donc l'idée c'est d'essayer là-dedans de trouver une des quantités en éliminant les autres. La quantité moi qui m'intéresse ici c'est grand M. Je voudrais garder grand M et éliminer le reste. Et alors il y a plusieurs manières de voir ça. Une des manières c'est par exemple de prendre l'équation, le carré de cette équation-là, de prendre le carré de cette équation-là et de les retrancher. C'est parti. Je prends le carré de la première. Je prends le carré de la deuxième. Et je les retranche. Donc ça me donne. Je vais développer le carré. Non, je ne peux pas tout faire en même temps parce que vous avez hurlé. 1 plus gamma 2 moins gamma 2 bêta 2 m2 est égal à gamma prime 2 m2 facteur de 1 moins bêta prime 2. Donc là j'ai amorcé le calcul, j'ai fait la différence de ces deux trucs là, ça c'est le pas qui n'est pas forcément facile à deviner. Et continue ça, développer le crochet qui est ici et puis arranger un peu le terme de droite aussi. Le terme de droite s'arrange vraiment très très bien. On cherche grand M. Là-dedans, là, avec un peu d'habitude, et peut-être que vous commencez un peu à en avoir, là-dedans, vous voyez un truc qui vous saute aux yeux, quoi. Il y a une simplification qui vient tout de suite. Vous dites, c'est laquelle ? Ça, ouais, il y a, effectivement. Ça, là, ça, tout ça, ça vaut 1. Donc la masse, on l'a effectivement directement, enfin, le carré de la masse. Voilà, donc ça si je continue le calcul, ça me dit que m carré, je vais garder à droite. Et le terme de gauche, si je développe la parenthèse, c'est 1 plus 2 gamma plus gamma 2, ça c'est la parenthèse au carré que je développe, moins bêta 2 gamma 2. Et ça là, ça vaut aussi un truc particulier. Et j'ai oublié le m carré. M carré. Donc ce truc-là, ça vaut quelque chose de particulier. 1 aussi, apparemment, c'est toujours la même chose, c'est gamma 2 facteur de 1 moins bêta 2. Ça vaut 1 effectivement. Donc on se retrouve avec M2 qui est égal à 1 plus 1. Toujours rêvé de faire ça dans un cours de L2. 2 gamma. M2, et donc on se retrouve avec M égale à racine de 2 gamma plus 2 fois M. Voilà la masse, grand M, qu'on obtient si on fait une collision schwingomesque entre deux particules de même masse. C'est comment par rapport à 2M? C'est différent de 2M déjà en général. C'est plutôt plus grand, plutôt plus petit. On ne peut pas savoir. Ça dépend du gamma. Au pire, gamma il vaut quoi? Au pire il vaut 1. Au pire il vaut 1, donc la racine carrée vaut 4, donc ça fait 2M. Voilà. Au pire, si vraiment la vitesse v' ici est petite, ça vaut 2m. Et gamma, donc du coup, est au moins égal à 1, donc il est plus grand ou égal. Donc tout ça, c'est plus grand ou égal à 2. Donc ça, en fait, c'est supérieur ou égal à 2m. Donc on obtient un système qui a une masse qui est plus grande que la masse, que la masse initiale du système qu'on a conçu. C'est pas très étonnant, hein, ce que ça veut dire là, c'est que vous envoyez une particule avec de l'énergie cinétique sur une autre, il y a une partie de cette énergie cinétique qui va être convertie en énergie de masse, donc vous avez créé de la masse,
à partir d'énergie cinétique. C'est vraiment ça que vous avez fait, c'est ce qu'on essaye de faire, ce qu'on fait dans des collisionneurs, des accélérateurs, etc. Ça, je vais en dire un mot avant tout à l'heure. Vas-y. Comment on crée la masse comme ça, elle apparaît sous quelle forme? Ça, on verra aussi tout à l'heure, mais je peux déjà te dire, si on met ici un électron et un positron, donc deux particules de même masse, une est l'antimatière de l'autre, ça peut donner à la fin, par exemple, un pion, une particule qui est 300 fois plus lourde que l'électron. Voilà. Plus tu apportes de l'énergie, plus ça peut faire des particules qui sont massives à la fin. Là, pour l'instant, je traite le cas, il y a une seule particule qui est créée parce que c'est simple au niveau des calculs, mais en fait, tu peux en créer. Il peut y avoir 2, 3, 4, 10, 10 000. Et plus tu as d'énergie au départ, plus tu peux créer de masse sous forme de particules. Peut-être ça dépend vraiment de tes particules, parce que va sortir. Oui, oui. Donc ça, encore une fois, je vais vraiment en parler dans 5 minutes plus précisément de ce que ça peut sortir. Je repousse ça dans 5 minutes parce que je veux d'abord vous montrer une autre situation qui va me permettre de comparer l'avantage de différents types d'accélérateurs à la physique. Okay. Bon, je le fais tout de suite, puis comme ça on est débarrassé, puis on parle des particules, puisque c'est de ça que vous avez envie de parler. Je vais prendre maintenant une autre situation, où cette fois-ci j'envoie deux particules de masse m l'une sur l'autre, et je les envoie l'une sur l'autre, c'est-à-dire j'envoie celle-là à la vitesse v par là-bas, j'envoie celle-là à la vitesse v par là, elles ont la même masse, et puis allez, ce que je vais écrire ici, ça va être les projections de la vitesse suivant x, donc je vais écrire ça comme ça, v et moins v, à la fin ça fait encore un bonhomme, mais surtout un chewing-gum, de masse grand M. Si je mets là, ça fait une moustache, et si je mets là, ça fait des dents de castor, c'est pas mal aussi. Je vais le mettre là. Est-ce que vous êtes d'accord que la masse M est nécessairement, la masse grand M est nécessairement en repos à l'issue de la collision? Pourquoi? C'est symétrique. Oui. Si ça ne l'était pas, si elle partait plutôt par là-bas, quelqu'un qui prendrait la même expérience et qui reproduirait tout de façon symétrique par rapport à un miroir, il arriverait à la conclusion que ça va dans l'autre sens. Et on arriverait à une conclusion inverse. Donc ici, il y a une symétrie complète au départ, donc à la fin, on va aussi avoir une symétrie. Donc effectivement, la partie finale est au repos. À vous de jouer, calculer grand M. En reprenant exactement ce qu'on a fait là, écrire les quadriquantités de mouvement initiales, enfin avant le choc, après le choc, égaliser. Et là ça va vous donner un truc vraiment très rapidement. C'est plus simple que donc vous trouvez que la composante temporelle de la quadriquantité de mouvement de lui, c'est gamma MC. Lui, c'est aussi gamma MC, donc la quantité de mouvement initiale est la composante temporelle de gamma MC, et ça c'est égal à la composante temporelle de la quadriquantité de mouvement finale, qui vaut ici MC. L'essai se simplifie, on trouve que M est égal à 2 fois gamma petit h. Alors, je voudrais maintenant discuter des conséquences de ça en particulier. Pour les gens qui font la physique des particules, ça, c'est vrai, les deux formules qui sont là, ils disent vraiment des choses importantes. Alors, peut-être quand même, pour symétriser un peu tout ça avec ce qui est écrit là-bas, ça c'est comment par rapport à 2M? Forcément plus grand. Forcément plus grand aussi, hein, effectivement. Donc, dans les deux cas, on va effectivement on va entre guillemets créer de la masse, et on va convertir de l'énergie cinétique en énergie de masse. Alors, imaginez qu'on veuille, on soit des physiciens des particules et qu'on ait envie d'exploiter ça pour créer des particules. C'est-à-dire on envoie une particule usuelle, courante, commune, pas chère, à grande vitesse sur une autre particule commune, pas chère, etc. On a envie de prendre par exemple ce qui est assez facile à extraire, c'est des électrons. C'est facile d'arracher l'électron d'un atome et de l'accélérer avec un champ électrique. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Imaginez qu'on veuille envoyer un électron sur un autre électron pour former ici à la fin une autre particule qui sera autre chose qu'un électron du coup, qui sera quelque chose de plus lourd, une particule unique. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut créer comme particule ici? Est-ce que vous pouvez me donner un nom de particule qu'on peut mettre ici, ou sinon me donner des propriétés de la particule que doit vérifier la particule qu'on va mettre là? Vas-y. Je ne sais pas. Est-ce que la charge doit être conservée
Oui. Donc effectivement, ça c'est une contrainte forte. Quand on a des réactions comme ça entre des corps, la charge électrique, c'est une quantité qui est toujours conservée. On ne peut pas faire disparaître de charge électrique dans l'univers. C'est contraire aux lois qu'on connaît, et on n'a jamais réussi à faire ça, on n'a jamais vu. Donc ça, c'est quelque chose qui, du coup, doit avoir une charge moins 2. Bon. Sa masse. Est-ce que vous pouvez me dire un truc sur sa masse? Voilà. La masse doit être supérieure à 2 fois la masse d'un... C'est combien la masse d'un électron? 9,1 10 puissance moins 31. D'accord. Alors, on va mettre le système international dans notre poche pendant quelques minutes. On va en utiliser un autre plus pratique. Donc là, c'est la masse en kilos, très bien. Enfin, c'est pas parce que je la connais pas, c'est parce que vraiment... On va utiliser les électronvolts par C carré pour les masses. Donc je vous rappelle, avec la relation entre l'énergie... Vous connaissez cette équation? Si ça, on l'exprime comme des énergies, ça, on l'exprime comme une masse, on a une relation entre les deux. Les énergies, une unité assez naturelle pour les énergies dans le contexte ici de collision dont on entend parler, c'est les électronvolts. Parce qu'un électronvolt, c'est vraiment vous mettez 1 volt entre 2 électrodes, vous faites partir un électron de l'une, quand l'électron arrive sur la deuxième, parce qu'il a été attiré parce que l'électricité est positive, et bien il aura gagné un électronvolt. Voilà, donc c'est vraiment un truc naturel pour mesurer les énergies quand on veut accélérer les corps. Donc ça, si on l'exprime en électronvolts, la masse qui est issue, du coup, on l'exprime en électronvolts par C carré. Et après, on peut prendre des multiples de ça, les kilo-électronvolts par C carré, les méga-électronvolts, giga-électronvolts par C carré, etc. Assez rapidement, on enlève les par C carré, en fait. C'est un abus de langage, un abus de notation, mais qui est vraiment très commun, et on va exprimer les masses en électronvolts. Voilà. En méga-électronvolts, kilo-électronvolts, et vous verrez très couramment dans la littérature, la masse de l'électron, c'est 511 kilo-électronvolts. Alors, je vais essayer de ne pas le faire, de laisser les C carrés comme de temps en temps, mais vraiment, ça va disparaître dans pas mal de situations. Est-ce que vous pouvez me donner, dans la même unité, la masse d'un proton, pour voir un peu l'échelle? 1 kilo? Non. En électronvolts par C carré. 1000. Donc 2 fois ça, tu veux dire? Non, plus. Ouais, vous connaissez l'ordre de grandeur du rapport entre la masse du proton et la masse de l'électron? 8 fois plus, 800 fois plus. 838 mégaélectronvolts. Ah, t'as mal copié, c'était un 9 le premier chiffre. Oui, ouais, mais j'ai pas dit ça, mais j'ai copié ça. D'accord. Parce que j'ai pas l'expérience. Donc c'est 900. Effectivement, il y a un rapport 2000 à peu près entre la masse de l'électron et le proton est 2000 fois plus lourd que l'électron. Et ça, c'est effectivement 938 méga-électronvolts par C carré. Méga-électronvolts, c'est énorme. Que quand on veut des ordres de grandeur, ça fait 1 giga-électronvolt, 1 GeV. Voilà. On dit GeV, on dit GeV, MEV et KeV. C'est effectivement, vous n'aurez pas l'air de plouc de la physique si vous dites MEV, GeV et KeV, on dit comme ça aussi. Alors, revenons à nos moutons électroniques. On a ici un électron de cette masse-là, on l'envoie sur un autre électron qui a la même masse, donc la masse de la particule qu'on veut ici, nécessairement, ça sera 2 fois plus gros, ça sera plus supérieur à 2 fois la masse individuelle d'électrons, donc ça sera 2 fois ça sera supérieur à environ 1 MeV. Si on fait cette expérience-là, on produira nécessairement une particule qui a une charge moins 2, et une masse plus grande que le méga-électronvolt. Est-ce que vous connaissez d'autres contraintes là? Vous m'avez dit que la charge électrique doit être conservée. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres propriétés des particules qui sont conservées? Dans les quantités conservées, alors effectivement, peut-être tout simplement, vous ne l'avez jamais vu, vous avez des nombres qui sont associés aux particules, ce qu'on appelle par exemple le nombre leptonique. Vous savez ce que c'est un lepton? Ce n'est pas une marque de thé, ça caractérise vraiment des particules légères. Je voulais le dire sans rire, mais je n'ai pas réussi. Donc lepton, c'est comme ça. Lepton, ça veut dire, la racine ici, lept, ça veut dire léger, c'est particules légères. Et ici, c'est les électrons, les neutrinos électroniques. Voilà, vous avez les muons, le taux, les neutrinos associés. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de physique des particules, mais je vais quand même vous dire 2-3 trucs sur ça. Qu'est-ce que vous connaissez comme particules? Qu'est-ce qu'on connaît comme particules autour de nous?
Je vais me dire de façon plus simple. La matière qui nous entoure, elle est constituée de quel type de particules fondamentales, si on va vraiment voir dans le détail? Électron, proton, neutron. Électrons, je vais noter comme ça, protons, neutrons. Effectivement, vous avez là-dedans tout. Eux, ils sont composés aussi de trucs. Dedans, c'est quoi? Des quarks. Alors eux, ce sont des bosons. Les quarks, ce sont des fermions. C'est quoi un boson? C'est quoi un fermion? Ça dépend du nombre de spins, je crois. Il y a des spins demi-entiers, des spins. Alors effectivement, les particules possèdent un moment cinétique intrinsèque, ça c'est un truc quantique et hors de question que j'essaie là maintenant en 2 minutes de vous expliquer ce que c'est, mais c'est une propriété de moment cinétique intrinsèque qui est liée aux particules. Les particules conservent, elles ont toutes le même. Les électrons, dans un système d'unité bien adapté, en fait, le moment cinétique qu'on considère, ça s'exprime comme un multiple de h bar, qui est la constante de Planck divisée par 2pi, constante de Planck réduite. Et cette proportionnalité entre h bar, avec le spin, ça peut être 1,5, 1, 3,5, 2, etc. Mais c'est des entiers ou des demi-entiers. Quand c'est des demi-entiers, on appelle ça des fermions. Quand c'est des entiers, on appelle ça des bosons. Les quarks, c'est des fermions. Les électrons, c'est des fermions. Les neutrinos, c'est des fermions, etc. Après, en mettant des fermions ensemble, on arrive à faire des bosons. Comment ça se lie avec la notion que j'ai vue de fermions et bosons en physique statistique? C'est très compliqué. Alors là, je vais même pas en parler, en fait. Le fait que les bosons ont tendance à plutôt se mettre ensemble et les fermions à se repousser et ne pas occuper le même état, là ça me prendrait vraiment un bon quart d'heure et je ne vais pas le faire. On pourra en reparler du tout. Donc ça, c'est les particules qui constituent effectivement la matière autour de nous. Maintenant, quand on s'intéresse à des réactions entre les particules, qu'on essaye d'en envoyer une sur eux, on arrive à en créer. Il y a aussi quelques particules d'ailleurs qui sont créées autour de nous de manière naturelle, qui n'appartiennent pas à ce tableau-là. Donnez-moi des noms de particules, d'autres noms de particules qui sont créées de manière naturelle autour de nous. Dans cette pièce, en ce moment, il y en a. Alors, il y a des photons, effectivement, je vais noter gamma. Alors, gamma, ça va. Alors, les photons, effectivement, ça, c'est pas des particules de matière dans le sens où ça a une masse nulle, c'est plutôt des particules qui médient les interactions entre les corps, mais c'est vrai. Et je parlais d'autre chose ici. On a par exemple des. Vas-y. Des intégrations atomiques. Oui, et quand ça se désintègre, qu'est-ce qui... Donc bêta plus, bêta moins. Ce qu'on appelle bêta moins, c'est ça en fait, ces électrons. Mais il y a bêta plus. Effectivement, il y a des particules qui sont émises qui s'appellent des positons. C'est comme des électrons avec une charge opposée, c'est l'antimatière de l'électron. Ça, c'est créé de manière naturelle dans plusieurs réactions des intégrations radioactives autour de nous. Ça, il y en a tout le temps, vraiment autour de nous. Je l'ai mis sur la même ligne parce que ça, c'est aussi un fermion. C'est aussi un lepton parce que c'est quelque chose qui est léger. Voilà. Il y a aussi d'ailleurs un antiproton, un antineutron. On les note comme ça, on note P bar et N bar. On met des barres traditionnellement pour dire que c'est des anti-machins. Ça existe aussi autour de nous. C'est pas fait par la radioactivité usuelle, mais on arrive à les faire. Il y en a aussi qui est produit de manière naturelle dans l'espace notamment. Donc on a ici des particules et puis on a les antiparticules associées. En fait, quand on s'intéresse à ce qui est créé dans des réactions physiques des particules, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus riche que ça. Il y a des particules, notamment, qui sont créées, mais qui n'appartiennent pas à la matière, mais qui peuvent être créées dans des réactions. C'est ce qu'on appelle les neutrinos. Je vais ici mettre un nu avec un E. Neutrino, c'est une particule extrêmement légère, extrêmement, probablement au moins 100 000 fois plus légère que l'électron. Qui est créé dans des désintégrations radioactives aussi, et il y en a aussi tout le temps autour de nous, ça. Ça a un spin 1,5, et j'ai mis un E ici en prévision de ce que je vais vous dire après. Et donc ça, c'est une particule qu'on arrive aussi à détecter. C'est pas évident, on y arrive depuis une cinquantaine d'années, et voilà. Donc ça constitue la matière, ça c'est créé par les désintégrations radioactives, mais ça ne s'accroche pas au reste pour former de la matière. Dans cette table, là, vous n'avez pas de neutrinos du tout. On a réalisé au cours du XXe siècle que le tableau était plus riche que ça et qu'en fait, tout ce tableau-là, on pouvait le dupliquer avec des particules plus lourdes et qui avaient des caractéristiques très proches des précédentes. Notamment, l'électron qui est ici, il a une sorte de jumeau qu'on appelle le muon et un jumeau encore plus lourd qu'on appelle le tau, où le muon est plus lourd que l'électron, le tau est plus lourd que le muon. Et voilà, c'est des particules aussi qu'on arrive à créer. Elles sont instables, c'est pour ça qu'elles ne sont pas dans la matière, elles sont instables, elles se désintègrent. Le muon se désintègre pour donner un électron, notamment. Le tau se désintègre pour donner un muon qui lui-même donne ensuite un électron, mais on arrive à les créer de façon éphémère et à mesurer leur existence. Et elles sont aussi associées, elles, à des neutrinos. Il y a un neutrino de type muonique qui est associé à celui-là, un neutrino de type tauique qui est associé à celui-là, et donc en fait les leptons, du coup il y en a 6, en tout, 3 électrons, 3 genres d'électrons, l'électron, le muon, le tau, et 3 neutrinos.
ces 6 particules sont dupliquées elles aussi, elles ont chacune leur antiparticule. Il y a aussi un U+, il y a aussi un tau+, il y a aussi un UE avec une barre, un UU avec une barre, un UTO avec une barre. Voilà. Les leptons, ils sont tous là. Là, il n'y en a plus. Après, je ne vais pas vous dire, il y en a encore d'autres. Voilà, c'est tout. 6 qui constituent, on peut appeler de la matière, 6 qui constituent de l'antimatière. Ça, c'est la famille. On appelle ça des familles. Ça, c'est la première famille, celle avec les noms deuxième, et celle-là, la antimatière. Je voulais juste vous montrer ça. Voilà, il y a une hiérarchie de particules qui existe comme ça. Les unes peuvent se désintégrer dans les autres. Il y en a qui sont négatives, positives. Et surtout introduire ici l'idée qu'on a 2 blocs, des particules et leurs antiparticules, sachant que les antiparticules ont la même masse que les particules associées. Elles ont juste une charge opposée. Quelques autres choses qui diffèrent aussi, notamment les propriétés liées au moment cinétique, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Bon. La question qu'on se posait, c'est quel genre de particules on pouvait faire si j'envoie un électron sur un autre. Alors, dans les particules élémentaires, là, des particules de charge 2, il n'y en a pas. Donc déjà, c'est pas la peine, en envoyant un électron sur un autre, on ne va pas faire une seule particule élémentaire comme ça, c'est pas possible. En plus, il se trouve que les réactions entre les particules, les désintégrations ou les collisions, ça respecte aussi quelque chose qu'on appelle le nombre électronique. C'est là où je voulais en venir quand j'ai commencé à me lancer dans cette description. Le nombre électronique, c'est un nombre qui vaut ici plus 1 pour ça, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, moins 1, moins 1, moins 1 pour eux, et qui vaut 0 pour les quarks et du coup ce qui est constitué avec des quarks. Donc voilà, le nombre électronique, ça vaut plus 1 pour chaque lepton, moins 1 pour chaque anti-lepton, et 0 pour les leptons. Ce nombre leptonique, donc, il est conservé, et ça veut dire que si vous envoyez un électron sur un autre électron, vous avez un nombre leptonique total qui vaut 2, à la fin, le résultat de la réaction, ça doit aussi avoir un nombre leptonique de 2. Or, il n'y a pas de particules élémentaires qui ont un nombre leptonique de 2. Donc si à la fin on veut une seule particule, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas, en envoyant un électron sur un autre, créer une particule unique de la manière indiquée ici. On peut du coup faire autre chose. Si on veut rester dans le cadre d'envoyer 2 particules de même masse l'une sur l'autre et puis arriver à faire une particule nouvelle, on peut envoyer un électron sur un positron. Ça, ici, sur ça. Ou bien, au contraire, un positron sur un électron, mais faire interagir 2 particules d'antimatière, une particule de matière et une particule d'antimatière, l'une sur l'autre. Et là-dedans, je vais l'écrire directement parce que ça va m'intéresser ici. Un positron qu'on envoie sur un électron. Et là, les contraintes sur la particule finale, elles sont beaucoup plus faibles. Parce que la charge totale de tout ça, ça fait 0. Donc à la fin, on veut une particule de charge nulle, ça existe. On veut une particule qui a un nombre leptonique nul. Là, le nombre leptonique vaut plus 1, là il vaut moins 1, donc à la fin ça fait 0. Donc ça ne va pas être un lepton, ce truc-là, mais ça peut être autre chose. Il faut qu'il ait une masse plus grande que 2 fois la masse, 2 fois 511 kV. Et ça, des particules de ce type-là, ça existe. Et il y en a notamment une qui satisfait ces contraintes-là. C'est une particule qu'on appelle le pion neutre. Et c'est le dernier truc que je vais vous dire de physique de particules, vous ne vous inquiétez pas. On note I0. Et ce truc-là, c'est une particule qui a une masse qui vaut à peu près 140 méga électronvolts. Vous voyez, c'est un cinquième de la masse du proton à peu près. C'est une particule qui est neutre, voilà, et qui a un nombre leptonique nul. Donc c'est un candidat effectivement pour un résultat possible de la réaction qui est ici. Et effectivement, on peut créer des pions neutres de ce type-là, pi0, en envoyant des positons sur les électrons. Alors j'en reviens ici, je vous ai raconté tout ça parce que je voudrais vous montrer maintenant en quoi la relativité, ça donne des contraintes sur comment technologiquement on peut faire ça. Et vous allez voir qu'il y a un truc vraiment étonnant, je vous dis le résultat tout de suite. Vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile de créer un pion avec une expérience de ce type-là qu'avec une expérience de ce type-là. Là, ce que je vais vous raconter après, c'est qu'on perd beaucoup d'énergie ici. Quand on fait la réaction qui est ici et qu'on crée une particule de masse grand M, cette particule nécessairement elle est éjectée par le choc vers la droite, donc elle emporte de l'énergie cinétique avec elle, et du coup une partie de l'énergie de la collision elle est perdue dans l'énergie cinétique du produit. Et en général, on s'en fout de cette énergie cinétique. On veut produire une particule massive, on veut que le maximum de l'énergie initiale aille dans l'énergie de masse.
Et là, du coup, on en perd sous forme d'énergie cinétique. Ce n'est pas le cas ici. Et ce que je vous propose de faire maintenant pour illustrer ça, c'est que vous allez, vous, calculer dans les deux cas le facteur gamma qu'il faut donner à la particule initiale pour arriver à créer un pion, c'est-à-dire une masse ici, avoir une masse grand N qui vaut 140 mégaélectronvolts, avec des électrons au départ, c'est-à-dire le petit n qui est ici vaut 511 kiloélectronvolts. Donc vous connaissez ça, et je vous demanderai de trouver lui. Voilà la question que je vous pose. Et vous allez faire pareil ensuite, ici, dans le cadre de cette expérience. Monsieur, pourquoi on veut qu'il ait un nombre leptonique nul? Parce qu'on envoie un positon qui a un nombre leptonique moins 1, c'est un anti-électron, sur un électron qui a un nombre leptonique plus 1, donc la somme ça fait 0. Donc comme le nombre leptonique est conservé, on veut qu'à la fin ça fasse aussi 0. Okay. 511 keV d'électrons. Donc 0,511 MeV. Expériences comme ça de collision, ce qu'on obtient avec les deux, si je prends un électron et un positon, et que je les balance l'un sur l'autre, ce que j'obtiens c'est toujours la même chose? Non, ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Il y a un facteur, vraiment un facteur aléatoire là-dedans, donc ça c'est inhérent à la mécanique quantique. On a une probabilité, il faut calculer, de trouver tel ou tel produit de la réaction. Mais on ne trouvera pas toujours la même chose. C'est pour ça qu'on fait plein de collisions en LHC. On fait toujours la même chose. Voilà, proton, antiproton, proton, antiproton. Toujours la même chose avec la même énergie. Et puis d'un coup ça produit un machin, puis d'un coup un autre, d'un coup paf, un boson de Higgs. Une sur des milliards de milliards. Vous êtes d'accord avec les résultats que j'ai ici? Moi je trouve 40 000 dans ce cas-là à peu près. Et puis 140 dans ce cas-là. Ok? Et alors, pourquoi je vous ai fait calculer gamma? Parce que gamma, c'est une quantité qui nous donne vraiment l'énergie qu'on donne à la particule initiale, parce que gamma, c'est l'énergie sur mc carré. E, c'est mc2. Donc, en unité de mc2, voilà, le gamma vous dit, dans ce cas-là, il faut donner à l'énergie, il faut donner ici au positron 40 000 fois son énergie de masse pour obtenir à la fin un pion. Dans ce cas-là, il faut donner à chacun d'entre eux 140 fois leur énergie de masse. C'est-à-dire que ça donne ici, si on donne l'énergie qui est là-dedans, comme l'énergie de l'électron c'est 511 keV, ça fait du coup l'énergie du positon qui est ici doit être de 40 000 fois 0,5 MeV, ça fait 20 GeV. On va trouver ça. Alors ici, ça fait E qui est égal à, on fait 1,5 fois ça, 70 MeV. Vous vérifierez, vous faites le calcul, mais ça donne ça quand on calcule l'énergie ici du positon et puis là l'énergie de chacune des particules. Là c'est aussi E plus et E moins. On trouve que, c'est là vraiment le truc remarquable sur lequel je vais terminer, dans la situation qui est là, il suffit de donner 70 mégaélectronvolts à chacune des particules, alors qu'ici il faut donner 20 gigaélectronvolts. C'est super dur à faire. Et dans cette situation-là, l'essentiel de l'énergie, elle sert à rien. On accélère énormément le positon ici, on l'envoie sur un électron repos. Allez-y, hein, si vous avez un truc à demander, ça sera plus simple. Parce que là, ce qui se passe, c'est que j'en entends que vous sur le film. Non, je posais la question. Ouais, vas-y. C'est 10 puissance... C'est 10 puissance 9, hein. Giga. Ouais, ouais.
Donc dans la situation qui est ici, on envoie, on accélère, on est obligé d'accélérer le positron à 20 gigaelectronvolts pour à la fin récupérer un pauvre pion qui fait 140 mégaelectronvolts. Donc la plupart de l'énergie, elle est où? Elle est dans l'énergie cinétique du produit. Voilà, on produit un truc relativement léger mais qui va très vite. On perd beaucoup d'énergie. Alors que là, avec des moyens technologiques beaucoup plus simples, en tout cas au niveau d'accélération, eh ben, il suffit de produire, d'envoyer 70 MeV. Ben, c'est pas étonnant, hein, 70 MeV c'est la moitié de 140 MeV. Voilà, 70 MeV plus 70 MeV, pouf, ça fait à la fin un truc au repos qui a 140 MeV. C'est le pion, on l'a créé au repos et on est content. D'accord ? Alors après, il faut bien voir qu'il y a des différences technologiques aussi qui font que ça peut être intéressant. Là, il suffit d'avoir effectivement un accélérateur et une cible fixe, et puis on arrive à faire les pions comme ça. Dans l'expérience 4 ici, il faut arriver à faire deux faisceaux qui vont en sens contraire, à synchroniser les particules et puis les faire se collisionner à un endroit, au bon endroit, quoi. Donc ça demande aussi... ça demande toute une technologie vraiment spécifique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des collisionneurs. Faire ça s'appelle des collisionneurs. Ça s'appelle des expériences à cible fixe. Les deux existent, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais dans la mesure du possible, aujourd'hui, quand on veut atteindre des grandes énergies en accélérateur, on fait ça. À cause du facteur Gain qui est là. Je m'arrête ici, sauf si vous avez des questions. Comment ça va ?